Alors, bienvenue dans ce module Intégrer l'IA de manière critique et participative, littératie, éthique, co-construction. L'intelligence artificielle générative s'immisce dans nos salles de classe, nos pratiques pédagogiques et nos processus d'évaluation. Mais comment l'appréhender sans céder ni à l'angélisme technophile, ni au rejet catégorique? Ce module propose une voie médiane, développer une littératie critique de l'intelligence artificielle, ancrée dans l'éthique et la co-construction avec les apprenants, à travers des études de cas, des retours d'expérience et des activités participatives. Vous découvrirez comment faire de l'IA un levier d'émancipation plutôt qu'un outil de substitution. Alors, le public et le niveau, enseignants, formateurs, responsables pédagogiques, étudiants en sciences de l'éducation ou en informatique, mais ça peut être aussi des RH ou des centres de formation au sein d'entreprises. Le niveau est plutôt intermédiaire, on va dire licence, et les prérequis, c'est connaissance de base des outils numériques et des enjeux pédagogiques. La durée estimée, comme d'habitude, c'est de 30 minutes à 180 minutes, si vous voulez aller plus loin avec des recherches personnelles. Le sommaire détaillé, donc nous avons fait l'introduction, comprendre l'IA générative, les enjeux éthiques et réglementaires, chapitre 3, littératie et résistance en milieu éducatif, chapitre 4, co-construction initiative participative et comme d'habitude, des exercices d'application, la synthèse et les références. Commençons donc tout de suite par le chapitre 20, comprendre l'IA générative. L'IA générative désigne un ensemble de techniques capables de produire du contenu nouveau, texte, images, son, à partir de données d'apprentissage. Des outils comme ChatGPT, Gemini ou Midjourney en sont les représentants les plus médiatiques. Nous verrons qu'il y en a d'autres, bien évidemment. Alors, pour comprendre le fonctionnement, l'intelligence artificielle générative fonctionne fondamentalement sur le principe de l'apprentissage statistique à partir de données massives. Ces systèmes utilisent des architectures de réseaux de neurones artificiels qui sont entraînés sur des corpus colossaux de textes, d'images ou d'autres médias, par exemple tout ce qui traîne sur Internet, comme ce que l'on peut trouver, par exemple des bibliothèques ou des encyclopédies, comme encyclopédie évidemment très connue, l'encyclopédie pas universaliste, mais sur Internet, ça y est, son nom m'échappe, d'images ou d'autres médias. Le processus d'apprentissage, Wikipédia. Le processus d'apprentissage consiste à identifier et mémoriser des motifs récurrents, des associations probabilistes entre les éléments constitués des données, comme les séquences de mots ou les configurations de pixels. C'est donc un assemblage de données probabilistes basées sur des probabilités. Alors, contrairement à l'intelligence humaine, ces modèles ne développent pas une compréhension du sens sémantique ou de concepts conceptuels du contenu qu'ils traitent. Ils opèrent plutôt par reconnaissance de motifs statistiques, ce qu'on appelle des patterns, et des générations de séquences qui seraient plausibles basées sur ces patterns. Le perceptron développé par Frank Rosenblatt en 1957 représentait une forme embryonnaire de cette approche. Il utilisait déjà un réseau de neurones simples pour effectuer des classifications de base. Alors, les modèles de langage contemporain, connus sous le nom de Large Language Model ou LLM, constituent l'aboutissement actuel de cette lignée technologique. Les LLM, on peut parler bien évidemment de ChatGPT qui est la star, mais on peut parler de Perplexity, on peut parler de Claude AI, on peut parler de DeepSeek, on peut parler de QuenChat, on peut parler de Mistral en Europe. Bref, il y en a une quantité. On peut parler de Kimi aussi dans les modèles chinois avec QuenChat et DeepSeek. Donc, et c'est le modèle de Baidu également. Ces systèmes analysent des quantités astronomiques de données textuelles pour apprendre les relations complexes entre les mots, les phrases et les concepts. Leur fonctionnement repose donc sur la prédiction de l'élément le plus probable sur une séquence donnée, une prédiction, c'est-à-dire
une imagination prédictive à partir de la statistique pour dire que normalement la réponse serait cela, dans une séquence donnée. Ce qui leur permet de générer un nouveau contenu qui présente une cohérence statistique avec les données d'entraînement. Cette approche purement probabiliste explique à la fois la puissance et les limitations de ces systèmes, qui peuvent reproduire des textes apparemment cohérents tout en mettant des erreurs factuelles ou en manquant de véritable profondeur conceptuelle. La génération d'images suit des principes similaires, où le modèle apprend les associations entre les descriptions textuelles et des configurations visuelles, lui permettant de recréer de nouvelles images correspondant à des prompts spécifiques. Les prompts étant les invitations de commande, les invites de commande, ou tout simplement des commandes textuelles pour dire à la machine ce qu'elle doit faire. Alors ces prompts sont divers et variés. Il y a bien sûr des stratégies de prompts et donc un apprentissage des prompts pour pouvoir donner comme une séquence d'algorithmes, c'est-à-dire donner des séquences de prompts qui vont configurer les réponses attendues. L'évolution matérielle, avec l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul et des capacités de mémoire, a été un facteur déterminant dans le développement de ces modèles de plus en plus complexes et performants. Donc cela demande du matériel performant, puissant, avec des capacités de stockage, des capacités de mémoire pour calculer. Et tous ces modèles demandent une énergie, de l'énergie, des ressources matérielles issues de matériaux, ce qu'on appelle les terres rares. Alors l'usage en éducation, dans le contexte éducatif, l'intelligence artificielle générative trouve des applications multiples qui transforment les pratiques pédagogiques et les processus d'apprentissage. Alors, les outils comme ChatGPT, Gemini ou Copilot de Microsoft, donc ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google et Copilot de Microsoft sont employés comme assistants à la rédaction, ce qui permet aux étudiants de surmonter la page blanche en générant des plans, en proposant des formulations alternatives ou en améliorant la structure et la clarté de leur texte. Ça peut être aussi traducteur et également un correcteur d'orthographe ou grammatical. Alors les enseignants peuvent utiliser ces mêmes technologies pour créer des exercices personnalisés auprès des étudiants, d'adapter le niveau de complexité des questions ou générer des études de cas pertinentes pour leur discipline. Donc des études de cas gérées à partir d'un corpus ou gérées de façon purement fictive. La synthèse de textes complexes constitue un usage répandu où l'IA permet de condenser rapidement des articles académiques ou des chapitres de livres en conservant les idées principales, facilitant ainsi le travail de la revue de littérature, principe pour la recherche, ou l'accès à des concepts difficiles. On a donc accès directement à des résumés détaillés ou juste subsidiaires. Le tutorat personnalisé représente une application avancée où des systèmes conversationnels peuvent guider les étudiants. Systèmes conversationnels, ce sont donc les chatbox ou les robots conversationnels. Chatbots peuvent guider les étudiants dans leur apprentissage en répondant à leurs questions, en proposant des ressources complémentaires ou en expliquant des notions sous différents angles. Les étudiants rapportent utiliser concrètement ces outils pour obtenir de l'aide en écriture créative, que ce soit pour générer des prompts d'inspiration, l'idée de partir de la page blanche et de demander à l'IA des modèles de plans, développer des points d'intrigue ou enrichir leur style d'écriture. La fonction de rationalisation et de nettoyage de texte est également plébiscitée pour améliorer la concision et la fluidité de la communication, écrite comme des courriels ou des rapports. Certains étudiants décrivent un processus de co-création où ils soumettent leur brouillon à l'IA pour obtenir des retours sur l'organisation de leurs idées avant de procéder à une révision approfondie. Dans les cours de méthodologie de recherche, des
ChatGPT personnalisés, donc des robots conversationnels personnalisés, peuvent aider les étudiants à naviguer dans les exigences du cours, à structurer les sections de littérature, les revues, ou à formuler des questions de recherche pertinentes. Donc l'intelligence artificielle sert également de partenaire de relecture, offre des retours immédiats sur la grammaire, la syntaxe et la cohérence argumentative. Bien que cette pratique nécessite une vigilance quant au maintien de la voix authentique de l'étudiant. La génération de citations ou la mise en forme des références bibliographiques sont les normes APA pour les sciences sociales ou Chicago ou autres styles académiques représentent un usage technique courant, même s'il requiert une vérification minutieuse en raison des risques d'erreur. Pour les enseignants, ces outils facilitent la différenciation pédagogique en permettant de créer rapidement plusieurs versions d'un même exercice adaptées à différents niveaux de compétences ou besoins d'apprentissage. Nous retiendrons donc que les étudiants l'utilisent pour aider avec l'écriture créative, obtenir donc des invites de prompts qui soient corrects ou nettoyer ou rationaliser soit des textes ou soit des emails. Alors, les concepts clés, c'est-à-dire l'alphabétisation de l'intelligence artificielle, la littératie. La littératie en intelligence artificielle représente une compétence fondamentale dans le paysage éducatif contemporain. Il s'articule autour de 4 dimensions essentielles: la compréhension des mécanismes sous-jacents au système d'IA, leur utilisation raisonnée, l'évaluation critique de leur production et la capacité à interroger leur implication sociétale. Cette littératie dépasse largement la simple maîtrise technique des interfaces pour englober une connaissance approfondie des limites intrinsèques de ces technologies, notamment leur tendance aux hallucinations ou générations de contenus fictifs mais plausibles, que nous verrons en détail un peu plus tard. Cette alphabétisation de l'intelligence artificielle, cette littératie, implique également une conscience aiguë des biais algorithmiques qui reproduisent et amplifient les stéréotypes existants dans les données d'entraînement, comme l'ont démontré les recherches sur les disparités raciales et genrées dans les systèmes de reconnaissance faciale. La littératie d'intelligence artificielle nécessite de comprendre les enjeux éthiques liés à la propriété intellectuelle, puisque les modèles sont entraînés sur des corpus souvent collectés sans consentement explicite des créateurs originaux. Elle intègre une réflexion sur les impacts environnementaux de l'IA, compte tenu de la consommation énergétique significative des centres de données qui soutiennent ces systèmes. Dans le contexte éducatif, cette littératie permet aux apprenants de distinguer des usages légitimes de l'IA comme assistant à l'apprentissage de ceux qui compromettent le développement de leurs compétences critiques. Pour les enseignants, elle constitue un prérequis indispensable à l'intégration pédagogique responsable de ces outils au-delà des simples considérations techniques. La littératie IA favorise une posture de vigilance face aux risques de surveillance et d'atteinte à la vie privée, particulièrement lorsque les données éducatives sont traitées par des plateformes de cloud externes, c'est-à-dire des plateformes privées auxquelles on souscrit un abonnement. Elle représente une condition nécessaire pour participer de manière éclairée au débat citoyen sur la régulation de l'IA et son encadrement démocratique. Cette alphabétisation, cette littératie de l'IA favorise justement ces débats éclairés. Cette compétence transversale prépare donc les individus à évoluer dans un monde professionnel où l'IA devient omniprésente en maintenant un équilibre entre collaboration avec ces systèmes et préservation de l'autonomie intellectuelle. Le développement de la littératie d'IA dans les institutions éducatives doit répondre à l'urgence de combler le fossé croissant entre les utilisations complètement informelles, souvent non critiques des étudiants, et les réticences parfois mal informées de certains enseignants. Elle constitue finalement le fondement d'une approche participative où les communautés éducatives peuvent co-construire des cadres d'utilisation éthique et pédagogiquement pertinents de l'intelligence artificielle.
Alors après ce long passage, voyons un exemple concret. Un étudiant confronté à un travail d'écriture académique peut utiliser ChatGPT ou un autre modèle comme point de départ pour structurer sa pensée. Il commence par demander à l'outil de générer un plan de dissertation sur son sujet. Le plan produit lui sert alors de catalyseur pour son propre processus créatif plutôt que de solution finale. L'étudiant procède ensuite à une réappropriation critique du contenu généré en le modifiant substantiellement pour y intégrer ses idées personnelles et ses références bibliographiques spécifiques. Cette approche transforme l'intelligence artificielle en un partenaire plutôt de remue-ménage brainstorming plutôt qu'en un substitut à la réflexion. Un étudiant interviewé dans le cadre d'une recherche décrit précisément cette méthode. Il sollicite d'abord l'IA pour produire un texte initial, puis les analyse pour comprendre les angles abordés et les arguments développés, pour finalement réécrire entièrement le contenu en s'inspirant de certaines pistes tout en y insufflant sa propre perspective. En tant qu'enseignant, je peux donc complètement approuver ce système puisque mes étudiants en licence ou en master utilisent à 100% l'IA, tandis que les premières années de L1 utilisent à peu près à 95-97% l'IA, une personne qui connaît mal. Les stratégies de Spront et les qualités de stratégies de Spront, par contre, sont très éloignées les unes des autres en termes de capacité. Alors le processus itératif qui permet de surmonter le syndrome de la page blanche tout en maintenant l'étudiant au centre de son apprentissage, les LLM, enfin les outils d'IA, fonctionnent ici comme un accélérateur de démarrage, donc de connaissances. Ça fournit une structure de base qui peut ensuite être enrichie, contestée ou personnalisée. Donc il reste tout de même un effort intellectuel nécessaire à l'acquisition des compétences. Donc l'étudiant conserve son agentivité étant ses capacités à créer son récit et à s'intégrer dans ce récit en restant l'architecte principal de son travail, tout en bénéficiant d'un support pour les phrases les plus difficiles du processus d'écriture. Cette utilisation intermédiaire entre le rejet complet et la dépendance excessive représente un équilibre où la technologie amplifie les capacités humaines sans les remplacer. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont passer 3 fois plus de temps sur l'IA avant de pouvoir entamer leur projet et d'autres vont simplement être très efficaces, vont demander à l'IA et ensuite se plonger directement dans leur projet. Il y a donc soit un rejet complet, ce qui est peu probable chez les étudiants, ou directement une dépendance excessive qui peut être déclenchée chez certains étudiants. Alors, si on a une approche modérée, ça peut préserver l'intégrité académique tout en reconnaissant le potentiel pédagogique de ces outils d'intelligence artificielle générative lorsqu'elles sont utilisées de manière transparente et réflexive. Alors, les LLM ou les Large Language Models ou les intelligences artificielles génératives, on soulève des questions éthiques anciennes, mais amplifiées par son échelle et son opacité. On en a parlé, les biais et les discriminations. Je vais bien commencer. Donc les biais et les discriminations. Les systèmes d'intelligence artificielle présentent des biais systémiques qui reflètent et souvent amplifient les inégalités existantes dans la société. Donc ces biais prennent racine dans les données d'entraînement utilisées pour développer les modèles, lesquels incorporent les stéréotypes et représentations déséquilibrées présents dans les sources textuelles et visuelles collectées. On peut parler par exemple une situation pratique en Afrique ne sera pas dans le même contexte perçu aux États-Unis par exemple. Or, les modèles étant entraînés sur des corpus états-uniens,
ils ne sont pas adaptés forcément au système africain. L'étude Gender Chance met aussi en lumière des disparités alarmantes dans la précision des systèmes de reconnaissance faciale commerciaux, documentant des taux d'erreur pouvant atteindre 34,7% pour les femmes à la peau foncée, tandis que ces mêmes systèmes affichaient une précision de plus de 99% pour les hommes à la peau claire. Donc ces écarts de performance ne résultent pas d'une défaillance technique aléatoire, mais d'un déséquilibre fondamental dans la composition des ensembles de données d'entraînement. Historiquement surreprésentés par des visages masculins de type caucasien. Alors les moteurs de recherche, bien que perçus comme neutres, reproduisent également ces biais à travers leurs algorithmes de classement. On connaît tous Google Search de la société Alphabet. L'apparition dans le classement de la recherche est soumise directement à l'achat des mots-clés. Donc c'est une régie publicitaire. Donc on va retrouver ces biais algorithmiques de classement gérés par la régie publicitaire. Et donc il y aura une personnalisation des résultats qui enfouissent certaines perspectives tout en privilégiant d'autres. Donc dans le domaine éducatif, ces biais peuvent également se manifester à travers des outils d'évaluation automatisés qui pourraient désavantager certains profils apprenants à travers du contenu généré qui pourrait perpétuer des stéréotypes professionnels ou des stéréotypes genrés par exemple. Alors les systèmes en ligne utilisés pour surveiller les examens à distance présentent des taux d'erreur également différentiels selon les groupes démographiques et pouvant injustement répertorier des étudiants de certaines origines en interprétant mal certains comportements naturels. Lorsqu'il y a des... Alors c'est interdit en France, mais ça peut être toléré dans d'autres pays. On peut demander, par exemple, à ce qu'il y ait une caméra ou une webcam de brancher dans la chambre d'étudiant s'il passe une évaluation à distance, où on va lui demander directement de capturer tous les objets qui sont à disposition sur son bureau, c'est-à-dire une reconnaissance faciale, une reconnaissance d'objets de tout ce qui est sur le bureau, et cette caméra va donc surveiller tous ces objets pour voir s'ils ne sont pas des sujets à triche. Donc, les sujets propriétaires et les larges langages modèles utilisant des algorithmes propriétaires, bien qu'il y ait des systèmes open source, même si certains algorithmes sont ouverts, tous les algorithmes ne le sont pas. Il faudrait que le système soit complètement libéré, c'est-à-dire complètement ouvert. Certains algorithmes demeurent propriétaires et surtout les données d'entraînement qui favorisent les biais sont aussi non ouverts. Donc on reste sur des systèmes propriétaires, ce qui rend difficile en fait l'identification et la correction systématique de ces biais. Bref, c'est la grande inconnue. Donc ça crée un défi important pour le déploiement équitable en contexte éducatif. Alors, la mystification de ces biais nécessite une approche multidimensionnelle qui inclurait la diversification intentionnelle des jeux de données, la documentation transparente des limites des modèles, l'implication des communautés concernées dans le processus de développement et une surveillance continue des performances différentielles à travers tous les différents groupes d'utilisateurs. Bref, c'est un travail immense. L'algorithmie, la documentation, les limites des modèles, les communautés concernées et évidemment les processus de développement. Donc toutes ces mesures techniques doivent s'accompagner d'une conscientisation des utilisateurs éducatifs aux limites des systèmes IA et à la nécessité de maintenir un regard critique sur les sorties de l'IA. Pour ceci, donc, il est peut-être plus judicieux d'incorporer des IA, des petits modèles au sein des structures éducatives qui soient moins sujettes à ces biais.
avec leur propre corpus sélectionné sur mesure. Autre problème, les hallucinations. Donc le phénomène d'hallucination des modèles de langage représente un défi majeur pour leur utilisation en contexte éducatif et professionnel. Les larges langages modèles, en fait, fonctionnent, mais ne sont pas exempts d'erreurs, et c'est bien leur problème et leur talon d'Achille. Ces systèmes génèrent parfois des informations qui semblent plausibles, mais qui sont en réalité entièrement inventées, présentées avec un niveau de confiance qui peut tromper les utilisateurs non avertis. Alors on peut citer l'affaire survenue en 2023 avec un avocat américain illustre qui montre ce risque. Ce professionnel du droit a soumis à un tribunal un mémoire contenant des citations jurisprudentielles détaillées, comprenant des noms de juges, des numéros de dossier, des raisonnements juridiques apparemment solides. Toutes ces références judiciaires se sont avérées non existantes, entièrement fabriquées par ChatGPT sans aucun fondement dans la réalité juridique. Vous pouvez, par exemple, écrire un cours et ensuite demander des citations. ChatGPT va vous reproduire des citations fictives et va vous générer des livres et des auteurs également fictifs. Il est donc intéressant de pouvoir croiser toujours ces sources en allant, par exemple, sur des sites internet dignes d'intérêt et de confiance, par exemple Cairn ou autres. Alors, cet incident a bien sûr entraîné des sanctions professionnelles et mis en lumière les dangers de faire confiance aux sorties de l'intelligence artificielle sans vérification préalable. Alors, ces hallucinations surviennent parce que les modèles de langage fonctionnent sur la base de probabilités statistiques, comme nous l'avons vu au début, plutôt que d'une compréhension factuelle du monde. Donc, comme ils génèrent des séquences de mots cohérentes sur le plan linguistique, mais potentiellement déconnectées de la réalité vérifiable. Donc, dans le domaine éducatif, ce phénomène pose des problèmes véritablement particuliers lorsque les étudiants utilisent ces outils pour la recherche académique, mais également pour leurs devoirs courants. Ça risque d'intégrer dans leurs travaux des références bibliographiques fictives ou des données erronées. Alors, plusieurs stratégies peuvent aider à atténuer ces risques, notamment l'ingénierie de prompt, qui consiste à formuler les demandes précises et contextuelles. Je ferai un cours sur l'ingénierie de prompt. Donc, il faut fournir à l'IA les informations de base, vérifier avant de lui demander de générer un contenu, et la vérification systématique par les utilisateurs des affirmations factuelles produites. Donc, il est important d'avoir déjà travaillé son sujet, de savoir de quoi parler, de contextualiser son sujet afin que la machine puisse savoir à quoi s'en tenir, bien cadrer son travail, lui donner un rôle dans le travail qu'on va lui demander à faire, plutôt que de poser une question ouverte où là, ça va générer plus d'erreurs. Donc, en contextualisant et en assignant un rôle de travail à la machine, et on réduit la marge d'erreur. Ce qui ne veut pas dire que c'est exempt d'erreur, on réduit la marge d'erreur. Il faut aussi pratiquer la métacognition, ce qu'on peut appeler le self-refinement, c'est-à-dire un modèle où on demande au modèle de réviser sa propre production dans une seconde passe pour améliorer la précision factuelle. On peut, alors, en informatique, lorsqu'on commence à faire des rendus sur un programme informatique, par exemple des rendus vidéo, on peut demander une première passe d'analyse et ensuite une deuxième passe où il va, à partir de son analyse, produire la vidéo. Là, c'est exactement le même principe. On peut demander au prompt par prompt à l'intelligence artificielle de faire une première passe, analyse ce passage, analyse cette théorie, et ensuite faire une seconde passe en disant maintenant produit dans tel contexte et avec tel
rôle ou tel usage. Donc, une implication active des utilisateurs à travers ce retour d'informations sur les réponses erronées contribue à guider les modèles vers des sorties nettement plus fiables. Il faut entraîner les modèles à une fiabilité. Donc, aucune méthode ne peut éliminer complètement le risque d'hallucination, ce qui souligne la nécessité d'une littératie IA, d'une alphabétisation IA, qui inclut la conscience de cette limitation fondamentale et l'importance de maintenir un rôle critique de l'humain dans la boucle de validation, puisque, comme nous pouvons le voir, les biais, les hallucinations sont des marges d'erreur importantes. Ce n'est donc pas un instrument fiable. Vient aussi le problème de la propriété intellectuelle. Comme nous avons des systèmes considérés comme open source, c'est-à-dire avec des sources informatiques ouvertes, telles que Mistral, ou bien DeepSeek, par exemple, qu'en est-il de la propriété intellectuelle, en fait, sur lequel se basent les entraînements? Donc la question de la propriété intellectuelle dans le développement des grands modèles de langage soulève des défis juridiques et éthiques considérables. Le processus d'entraînement de ces systèmes nécessite l'utilisation massive de contenus existants tels que des livres, des articles académiques, des images et divers médias disponibles numériquement. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, cette semaine, Wikipédia dénotait une baisse de fréquentation due à l'apparition des modèles de langage. Donc, on ne regarde plus Wikipédia, mais on demande directement la définition maintenant où on considère que c'est un modèle encyclopédique. Donc, les œuvres créatives sont utilisées comme matière première sans que les détenteurs de droits n'aient généralement donné leur consentement explicite ou reçu de compensation financière. Ce qui revient également au modèle de la propriété intellectuelle dans le cadre du droit moral. Citer les auteurs, où est la paternité des œuvres? Est-ce que ça vient de Platon? Est-ce que ça vient d'Aristote? Est-ce que c'est nommé? Est-ce que ça n'est pas nommé? Et également le droit patrimonial, c'est-à-dire combien ça rapporte à l'auteur ce qui a été généré à partir de sa propre analyse intellectuelle et qui a été ensuite mis dans le modèle. Alors, est-ce que ça appartient au domaine public ou alors l'auteur est encore vivant et donc dans ce cas-là, il demande peut-être une participation financière ou ses ayants droit, c'est-à-dire ses héritiers, demandent peut-être également une participation financière. Nous voyons donc cette opacité directement dans l'entraînement des modèles. Alors, cette pratique a engendré un paysage juridique complexe et incertain où les cadres réglementaires peinent à suivre le rythme des innovations technologiques, ce qui a toujours été le cas avec le numérique. On peut parler par exemple du cas d'actualité sur la presse qui fait une mise à jour régulière auprès de Google Actualité, c'est-à-dire Google Search pour usage et reprise des récits de la presse quotidienne, etc. Alors, plusieurs contentieux majeurs ont émergé, comme l'affaire opposant Getty Images à Stability AI, dans laquelle la société d'images accuse la plateforme d'avoir utilisé des millions de photographies protégées par le droit d'auteur pour entraîner son modèle de génération d'images. De même, des auteurs renommés ont intenté des actions en justice contre OpenAI, alléguant que leurs livres avaient été incorporés dans les données d'entraînement de ChatGPT sans autorisation. Les développeurs d'IA invoquent souvent le principe d'usage par travail ou d'usage équitable pour justifier cette utilisation des contenus. Mais cette position fait l'objet de contestations vigoureuses dans les tribunaux. Est-ce que ça participe donc à l'évolution du numérique ou c'est une contrainte au numérique? Dans l'Union européenne, la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique autorise l'exploration de textes et de données à des fins de recherche scientifique
mais impose des restrictions pour les utilisations commerciales, obligeant les développeurs à obtenir des autorisations préalables des titulaires de droits dans certains pays, par exemple comme la France. Alors il y a des procédés, des usages qui peuvent être autorisés, par exemple dans les contextes pédagogiques, où l'on peut prendre des extraits de texte, mais c'est fortement réglementé. Cette situation crée une incertitude juridique importante pour les établissements d'enseignement qui utilisent ou forment leurs étudiants à ces outils, particulièrement lorsque les travaux académiques produits avec l'assistance de l'IA peuvent incorporer des éléments dérivés de contenus protégés. Donc, on peut revenir sur le module précédent où on parlait des ressources d'enseignement libre, où la licence libre permettrait donc de pouvoir entraîner des modèles open source sur du contenu qui serait donc open source, c'est-à-dire des ressources dans le cadre éducatif d'enseignement libre, mais dans le cadre également avec des outils, des livres qui seraient en Creative Commons, dont l'autorisation pourrait être permise pour l'entraînement des modèles sur des petits modèles, par exemple, intégrés dans des structures éducatives. Donc la frontière entre l'inspiration créative et la reproduction non autorisée devient floue lorsque les modèles génèrent du contenu qui s'inspire stylistiquement ou conceptuellement d'œuvres existantes sans les citer explicitement. Par exemple, fais-moi une image à la Picasso, ce qui signifie que Picasso a servi comme modèle d'entraînement s'il réussit à créer des images de type Picasso ou de type Magritte. Ou alors, écris-moi un texte à la façon de Solers, par exemple, ou de Victor Hugo. Eh bien, ça veut dire que Victor Hugo a servi de modèle d'entraînement, par exemple, s'il est capable de le reproduire. Donc le développement de cadres réglementaires équilibrant innovation technologique et protection des droits des créateurs représente donc un enjeu crucial pour l'avenir de l'IA dans l'éducation et au-delà. Et je pense que ça va durer quelques années, cette idée de propriété intellectuelle, puisque depuis la révolution du web, on est toujours avec ce croisement du chat et de la souris avec la propriété intellectuelle. Autre sujet, la vie privée, puisque la majorité des systèmes d'intelligence artificielle accessibles au public opèrent selon un modèle cloud, c'est-à-dire sur des serveurs éloignés de votre machine de travail sous-entendu ordinateur portable, télévision, téléphone mobile, etc., ou tablette. Ce qui implique que les données soumises par les utilisateurs sont transmises donc à des serveurs distants pour le traitement. Cette architecture centrale soulève des préoccupations importantes concernant la vie privée et la sécurité des données. Puisque par exemple, lorsque vous êtes sur un réseau social, lorsque vous visualisez, vous allez avoir une ligne de temps, vous avez visualisé combien de temps ? Est-ce que vous avez lu le texte entièrement? Est-ce que vous avez regardé la vidéo entièrement? Ça donne déjà des idées sur vos intérêts dans votre vie privée, dans votre vie. Si vous avez liké, ça veut dire que vous êtes engagé, que vous avez une appréciation par rapport au contenu. Si vous avez directement mis un commentaire, vous avez précisé votre pensée par du texte. Et lorsqu'on rédige du prompt dans une intelligence artificielle, eh bien en fait, on rédige une pensée. Et à partir de ce moment-là, on indique quelles sont nos valeurs, quels sont nos choix du moment. Est-ce que c'est un trait psychologique permanent? Est-ce que c'est un trait psychologique temporaire? Bref, tout ça, ça peut montrer différentes choses sur la vie privée. Alors la vie privée en France, c'est régi... c'est assez flou au départ, puisque la vie privée, c'est tout ce qui n'est pas public. Alors, qu'est-ce qui est protégé par la vie privée? Eh bien, c'est ce qu'on désire ne pas rendre public. Et ça a été les procès au fur et à mesure de son existence, de cet article de loi.
Qu'est-ce qu'on considère en France qui est vie privée? C'est par exemple les fiançailles, la vie sentimentale, la vie financière, la santé, etc. etc. Dans d'autres pays, il y a la vie privée, c'est aussi un code moral, c'est aussi un code religieux. Ça peut être fusionné. Bref, la vie privée a une façon complètement différente d'être abordée selon les pays et les régions, les grandes régions du monde. Donc les informations personnelles ou sensibles partagées avec cette plateforme peuvent être exposées à diverses vulnérabilités, incluant des accès non autorisés par des tiers, les fuites de données accidentelles ou les brèches de sécurité délibérées. Effectivement, toutes ces plateformes sur le cloud peuvent être hackées, piratées à n'importe quel moment. C'est les données éducatives, telles que les travaux des étudiants, les évaluations ou les communications pédagogiques, deviennent particulièrement sensibles lorsqu'elles sont traitées par des services externes. On pourrait parler aussi du choix des regroupements de ces services externes avec d'autres services externes pour en savoir plus sur l'usage d'un tel type de population. Dans l'éducation, on va parler de la population étudiante ou de la population enseignante. Eh bien, certains souhaiteraient connaître quelle est la consommation d'énergie pour de la vie étudiante à domicile et pourquoi pas croiser les données avec des services de fournisseurs d'énergie. Pourquoi pas? Ce sont des idées qui ne sont pas farfelues puisqu'elles ont déjà été évoquées dans des débats sociaux. Alors, les entreprises technologiques accumulent des quantités considérables d'informations sur les comportements des utilisateurs, leurs préférences, leurs interactions. Ils créent des profils détaillés qui peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou autres sans consentement explicite, ce qui est déjà fait à travers les médias sociaux. Les dispositifs de l'Internet, des objets connectés, les montres connectées, etc. Tout ce qui permet à partir de capteurs d'enregistrer des données de vie aux écosystèmes d'IA, comme les enceintes intelligentes ou les trackers d'activité, les suiveurs d'activité, qui collectent en permanence des données susceptibles d'être analysées par le système cloud. Pistage géographique, fuite de données de santé, profilage comportemental, tout ceci est rendu possible par l'infrastructure invisible qui sous-tend ces technologies. Alors, certains utilisateurs et organisations optent pour des déploiements locaux de modèles de langage afin de conserver le contrôle direct sur les données. C'est la solution qui serait donc la plus raisonnable, mais c'est une approche qui requiert des ressources computationnelles importantes et une expertise technique qui la rend inaccessible à beaucoup d'entre nous. Donc, bien que ça va se démocratiser petit à petit, les installations, pour l'instant, demandent une technicité, donc faire appel aux services informatiques. Alors, bien sûr, il y a des formations qui permettent à des personnes qui ont un niveau en informatique suffisant, qui connaissent un peu l'intégration, qui connaissent un peu les langages de base comme Python, ou qui connaissent l'administration système, sur une administration système Linux par exemple, peuvent déployer leurs propres ressources ou sur une machine conséquente, utiliser des systèmes logiciels. La question fondamentale demeure que la confidentialité dans l'IA dépend largement des choix d'infrastructures sous-jacents et des pratiques de gouvernance des données plutôt que de caractéristiques intrinsèques de la technologie elle-même. Donc, c'est aux établissements d'enseignement qui doivent évaluer soigneusement les implications en matière de vie privée lorsqu'ils intègrent ces outils dans les processus pédagogiques. Ils doivent donc considérer à la fois les avantages fonctionnels, les risques potentiels et la protection des données des étudiants et du personnel. Alors, chose importante, la détection de textes générés par IA est peu fiable. Alors, il peut y avoir, si l'on est cadre dans une école, dans une institution éducative, on peut être démarché pour des outils divers et variés qui prétendent détecter
les outils, les textes générés par intelligence artificielle. Alors, les chercheurs spécialisés dans ce domaine recommandent explicitement de ne plus compter sur ces outils de détection, soulignant leur manque de précision et leur incapacité à fournir des résultats consistants. Donc effectivement, l'incapacité des étudiants à modifier stratégiquement des textes produits par IA pour contourner les algorithmes de reconnaissance. On peut passer d'une IA à une autre IA, etc. par des copier-coller. Donc des tutorats largement disponibles en ligne enseignent des méthodes simples pour transformer un contenu généré afin qu'il apparaisse comme humain aux yeux des détecteurs. Cette situation crée un risque significatif d'accusation injustifiée envers les étudiants n'ayant pas recours à l'IA, mais dont le style d'écriture ou la structure textuelle pourrait être incorrectement identifié comme artificiel. Alors, l'approche alternative consiste à déplacer l'accent vers l'établissement d'une relation pédagogique fondée sur la transparence et la confiance mutuelle entre l'enseignant et l'étudiant. Dans le cadre des cours, ça peut être 1 heure sans autorisation de l'IA, et puis ça peut être une demi-heure avec autorisation de l'IA. Dans ce cadre-là, la transparence est là, et les étudiants se reconnaissant, puisqu'ils savent qu'ils peuvent utiliser l'IA, ils savent qu'ils ne peuvent pas l'utiliser, et donc dès qu'ils ont l'autorisation de l'utiliser, ils n'ont pas l'impression de triche, ils ont vraiment l'impression que l'outil est à l'intérieur de la salle de classe, qu'il est présent et donc utile à l'apprentissage, considéré comme utile à l'apprentissage, et donc ils n'hésitent pas à parler et à apprendre et à dialoguer avec l'enseignant sur l'apprentissage de ces nouveaux outils. Donc plutôt que de chercher à identifier et sanctionner les utilisations non autorisées des moyens techniques avec des moyens techniques précaires, il s'agit donc de développer des pratiques où les étudiants documentent leur processus de travail et déclarent ouvertement leur recours aux outils d'assistance numérique. Donc c'est une approche véritablement formative qui permet d'aborder les questions d'intégrité académique dans une perspective éducative plutôt que punitive, en reconnaissant que les compétences d'utilisation critique et responsable de l'IA font désormais partie des apprentissages essentiels. La création d'environnements où les étudiants peuvent expérimenter ces technologies tout en développant leur autonomie intellectuelle et leur jugement critique s'avère plus productive que la mise en place de mécanismes de surveillance inefficaces et potentiellement injustes. Alors, la régulation. Alors, le paysage réglementaire de l'intelligence artificielle évolue rapidement à l'échelle mondiale avec des approches distinctes selon les blocs géopolitiques. Alors, l'Union européenne a adopté en mars 2024 l'Artificial Intelligence Act, constituant le premier cadre juridique contraignant spécifiquement dédié à l'IA. Donc, c'est une régulation pionnière qui établit une classification des systèmes d'IA selon 4 niveaux de risque: inacceptable, élevé, limité et minimal, avec des obligations strictes de transparence, de documentation et de contrôle humain pour les applications considérées comme hautement risquées, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la biométrie. Donc, lorsque l'on implémente dans le cadre juridique de l'Europe, il faut documenter cette application en évaluant les 4 niveaux de risque. Si c'est un outil qui est inacceptable, ou c'est un outil qui a des risques très élevés, ou des risques limités, voire minimaux. Alors le Brésil, en tant que président actuel du groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, a fait adopter son projet de loi sur l'intelligence artificielle par le Sénat en décembre 2024. La référence, c'est PL 2338-2023, s'inspirant directement du modèle européen, tout en y important des adaptations spécifiques comme l'application plus large des obligations aux développeurs, distributeurs et utilisateurs, et l'introduction de dispositions uniques concernant la compensation des titulaires des droits d'auteur pour l'utilisation de leur contenu
dans l'entraînement des modèles. C'est donc une approche directe centrée sur le droit d'auteur et sur le développement. Donc on est vraiment sur le développement du droit d'auteur et sur l'entraînement des modèles. Aux États-Unis, l'approche réglementaire connaît des variations significatives selon les administrations. Donc l'ordre exécutif de l'administration Biden, signé en 2023, établissait un cadre précautionneux axé sur la protection des droits civils, les tests de sécurité et la supervision fédérale, exigeant notamment que les développeurs des modèles rapportent les résultats de tests d'évaluation des risques avant leur publication. On voit donc qu'il y a un véritable, au niveau des États-Unis, une mainmise directement ce que font les logiciels, les sociétés d'intelligence artificielle. Les ordres exécutifs de l'administration ont été modifiés par Trump en 2025, qui opère un virage vers la dérégulation, qui priorise le développement rapide d'infrastructures et l'avantage compétitif américain, puisque nous sommes dans une guerre entre deux mondes de l'intelligence artificielle, la Chine et le monde américain, nord-américain, avec des dispositions encourageant la coordination volontaire plutôt que la supervision obligatoire et abrogeant les régulations adoptées après octobre 2023, sauf démonstration de leur contribution à une compétitivité nationale. Alors, le Royaume-Uni maintient une position intermédiaire dans son livre blanc de 2023, prenant une approche pro-innovation basée sur les principes directeurs interprétés par les régulateurs existants, bien qu'un projet de loi spécifique soit envisagé pour 2025 face aux préoccupations croissantes sur la sécurité des systèmes avancés. Alors nous avons aussi la gouvernance mondiale de l'IA sous l'égide des Nations Unies qui met l'accent sur les priorités du Sud global telles que le développement, la souveraineté et l'inclusion. Et je vous invite à lire également toutes les publications sur l'IA, et particulièrement l'IA et l'éducation parues à l'UNESCO, qui est donc la branche culture et éducation des Nations Unies. Je ferai un module spécifique pour cela. Cette fragmentation réglementaire crée un environnement complexe pour les institutions éducatives opérant à l'international qui doivent naviguer entre les exigences différentes selon les juridictions, tout en développant leur propre politique d'usage académique de l'IA. Donc la littératie, une résistance en milieu éducatif, eh bien une résistance pas au niveau des étudiants, mais avec le corps étudiant. Je vais m'appuyer sur une étude menée sur un campus américain qui révèle un paysage contrasté, mais on va trouver à peu près sur les autres études à peu près le même paysage contrasté ici en France. Bon, les étudiants démontrent une familiarité significativement plus élevée avec les outils d'intelligence artificielle générative que les enseignants et les personnels académiques. Les étudiants que je côtoie dans le cadre de mes cours utilisent tous l'IA. Certains s'inquiètent d'un usage trop avancé de l'IA pour certains qui peuvent servir par exemple de voyants ou d'oracle. Que vais-je devenir, comment faire, etc., etc. Certains vont avoir une utilisation très avancée, plus d'1 heure par jour, d'autres moins, et d'autres vont avoir un usage raisonné, estimé à 3 heures par jour. 3 heures par semaine, pardon. Alors, les données d'enquête de cette enquête révèlent que 28,4% des étudiants se considèrent très familiers avec cette technologie, contre seulement 11,6% parmi les enseignants. Lorsqu'on parle de se considère très familier avec cette technologie, ça veut dire qu'ils l'utilisent relativement intensément. Cette aisance relative se traduit par des usages informels et diversifiés dans leur vie académique quotidienne. Ils exploitent ces outils principalement pour gagner du temps et optimiser leurs tâches, par exemple en utilisant ChatGPT pour nettoyer et rationaliser leur courriel
ou pour améliorer la clarté et la structure de leur texte. Donc même dans leurs travaux académiques, ils utilisent ChatGPT. Ils sont à peu près, on va dire, à 100% à utiliser ChatGPT chez les étudiants que je côtoie, sachant qu'il y a certains vont utiliser DeepSeek, hein, mais c'est très minoritaire, comme certains vont utiliser Linux sur leur PC, et ça reste aussi également très minoritaire. Certains décrivent des processus de co-création où ils soumettent leur brouillon à l'IA pour obtenir des retours avant de procéder à une révision approfondie, comme je l'ai dit précédemment. D'autres utilisent ces systèmes pour générer des idées de sujets, créer des plans détaillés ou résumer des articles complexes, ou l'envisager sous différents angles. Donc, malgré cette adoption rapide, les étudiants expriment des préoccupations importantes concernant les risques associés à ces technologies. La désinformation représente bien sûr une crainte majeure. Beaucoup notant que l'IA peut produire des contenus plausibles, mais factuellement incorrects, sans indication claire de leur manque de fiabilité. Ils redoutent également les fausses accusations de tricherie, s'inquiétant de que l'utilisation légitime de ces outils comme assistant d'apprentissage puisse être mal interprétée comme une tentative de fraude académique. Cette appréhension est renforcée par la conscience que les détecteurs de texte générés par IA sont notoirement peu fiables et peuvent identifier à tort des travaux originaux comme étant produits par l'intelligence artificielle. On peut noter également que certains étudiants ont peur de perdre une autonomie intellectuelle, d'autres ont peur de perdre leur personnalité et d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même une certaine méfiance, non seulement les biais, les erreurs produites, mais aussi un usage qui serait qui ferait évoluer une dépendance intellectuelle qui serait de plus en plus présente. Les étudiants se trouvent donc dans une position paradoxale où ils reconnaissent la valeur utilitaire de ces technologies, tout en naviguant dans un environnement académique où les règles d'usage restent souvent, pour l'instant, floues et où les mécanismes de contrôle manquent véritablement de précision. Donc cette situation crée une anxiété palpable parmi ceux qui souhaitent utiliser l'IA de manière éthique et transparente, mais craignent les conséquences potentielles d'une mauvaise interprétation de leur intention. Donc des expériences contrastées qui reflètent la transition difficile vers de nouvelles normes académiques où les frontières entre assistance légitime et tricherie restent à définir collectivement. Du côté des enseignants, les enseignants manifestent un niveau de familiarité significativement plus faible avec l'intelligence artificielle générative que leurs étudiants, avec seulement 11,6% qui se déclarent très familiers avec ces outils, contre 28,4% chez les étudiants, comme on l'a vu précédemment. Cette différence s'accompagne d'une méfiance prononcée concernant l'intégration de ces technologies dans le contexte éducatif. On peut toujours parler également de la perte de l'emploi, etc. Donc, préoccupation principale se concentre sur la triche académique. 57% des enseignants expriment une crainte extrême face à cette possibilité. Cette appréhension dépasse la simple question de la fraude pour toucher à des enjeux plus profonds liés à l'identité professionnelle et à la pertinence de leur rôle traditionnel. Les enseignants donc perçoivent l'émergence de l'IA générative comme une remise en question potentielle de leur statut d'expert détenteur du savoir, particulièrement lorsque ces systèmes peuvent produire des contenus qui rivalisent avec ou surpassent leurs propres compétences dans certains domaines. Cette inquiétude identitaire s'enracine dans la crainte d'être progressivement remplacé ou dévalorisé par des technologies capables d'automatiser des tâches pédagogiques fondamentales comme l'évaluation, la rétroaction ou même la transmission de connaissances. En aparté, comme ça, lorsqu'est apparu Wikipédia, certains étudiants lisaient la fiche Wikipédia en même temps que le sujet du cours et questionnaient l'enseignant à partir de ce qu'ils avaient appris sur Wikipédia pour savoir s'il était à la hauteur de la page Wikipédia. Là, on peut avoir exactement le même comportement étudiant, c'est-à-dire l'étudiant qui suit sur ChatGPT
ou une IA, autre IA, le cours en questionnant l'IA et en suivant le cours et ensuite en posant des questions à l'enseignant pour le tester. Donc la résistance à l'adoption de l'IA chez l'enseignant ne relève donc pas simplement d'un conservatisme technologique, mais d'une anxiété légitime face à la transformation de leur profession et à la redéfinition de leur valeur ajoutée comme dans un écosystème éducatif de plus en plus numérisé, donc de plus en plus documenté. Cette position défensive est renforcée par le manque de politique institutionnelle claire et le caractère imprévisible de l'évolution technologique, créant un sentiment d'insécurité professionnelle. Les enseignants se retrouvent souvent démunis face à des étudiants qui maîtrisent mieux ces outils qu'eux-mêmes, inversant temporairement les rapports traditionnels de savoir dans la classe. Alors, bien évidemment, chaque décennie apporte sa nouvelle génération d'étudiants et chaque décennie apporte sa nouvelle génération d'usages numériques attachés à ces étudiants avec des usages qui diffèrent selon l'adoption des différents outils. Là, nous sommes dans l'adoption des IA. Cette dynamique peut générer des tensions pédagogiques et miner la confiance nécessaire à la relation éducative. La perception que l'IA pourrait compromettre l'authenticité des apprentissages et le développement de l'esprit critique chez les étudiants alimente également cette méfiance. Beaucoup estiment que ces outils encouragent une approche superficielle et instrumentale du savoir. Effectivement, si c'est mal prompté, là, il peut y avoir une approche superficielle et instrumentale du savoir. Réticence, et avec les biais bien sûr, et puis les modèles d'entraînement. Les réticences à intégrer l'IA dans leur pratique enseignante doivent donc être comprises comme la résultante de multiples facteurs, incluant des préoccupations éthiques, pédagogiques et identitaires qui dépassent la simple maîtrise technique des outils. Alors si on peut faire un retour au module précédent qui parlait des 4 niveaux, donc de la classe, de l'établissement, de l'institution et de la corporation professionnelle, l'intégration de l'outil doit pouvoir se voir dans ces 4 niveaux, c'est-à-dire l'intégration dans la salle de classe, l'intégration dans l'organisation, dans les institutions et aussi dans la corporation professionnelle. Malgré cela, nous avons des besoins communs avec les étudiants et les enseignants, des différences significatives en matière d'adoption et de perception de l'intelligence artificielle, une génération qui s'accapare les outils de façon complètement mimétique, c'est-à-dire ils vont aller sur TikTok prendre des cours en 3 minutes ou alors sur des tutos YouTube. Pour ceux qui sont plus engagés, mais, et pour certains enseignants également, dans une moindre mesure, mais ils ont des perceptions d'intelligence artificielle qui partagent des besoins de formation qui sont remarquablement similaires, sachant que les institutions demanderont certainement des besoins de formation nettement plus importants. Les deux groupes expriment un besoin clair et pressant d'être accompagnés dans le développement de compétences pour utiliser l'IA de manière éthique et critique. Donc cette demande commune transcende les divergences d'usage et de familiarité avec les outils, indiquant une reconnaissance partagée des enjeux complexes posés par ces technologies. Alors, les données collectées révèlent une ouverture majoritaire à la formation. 87% du personnel enseignant et administratif se déclarent intéressés par la formation sur l'IA et 73% des étudiants expriment la même disposition. Dans ce que je côtoie, la formation d'IA est considérée comme primordiale à condition qu'elle soit jugée nécessaire. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à des objectifs d'apprentissage véritablement cernés et des objectifs d'évolution individuelle également bien cernés. Cet intérêt marqué pour l'apprentissage suggère que la communauté éducative perçoit collectivement la nécessité de développer donc une alphabétisation d'IA structurée
plutôt que de continuer avec des approches informelles et individuelles. La formation souhaitée ne se limite pas à la maîtrise technique des interfaces, mais englobe une compréhension profonde des dimensions éthiques, incluant la reconnaissance et l'atténuation des biais algorithmiques, la protection de la vie privée, la propriété intellectuelle et la prévention des hallucinations. Les enseignants recherchent particulièrement des cadres pratiques pour intégrer l'IA dans leur pédagogie sans compromettre l'intégrité académique ou la profondeur des apprentissages. Et il y a donc toute une scénarisation pédagogique à adapter en intégrant ces outils, c'est-à-dire un catalogue de propositions de scénarisation qui sera développé pour les enseignants, avec leur participation bien évidemment, et la participation des étudiants comme on les a vus avec le modèle de développement de prototypage dans le module précédent. Les étudiants de leur côté cherchent à comprendre les limites acceptables de l'utilisation de l'IA dans leurs travaux et souhaitent des lignes directrices claires pour éviter les accusations de tricherie. Donc ils veulent véritablement qu'il y ait un cadre dans l'enseignement et que ça ne soit pas flou dans leur usage. Les deux groupes reconnaissent la nécessité de développer un regard critique capable d'évaluer la qualité, la fiabilité et les biais potentiels des contenus générés par l'IA. Donc une convergence des besoins qui ouvre la voie à des initiatives de formation hybride ou conjointes où enseignants et étudiants pourraient apprendre ensemble, brisant ainsi les dynamiques traditionnelles et favorisant un dialogue intergénérationnel sur les défis numériques. La forte adhésion à l'idée de formation démontre que la communauté éducative n'adopte pas une position de rejet, mais plutôt une attitude proactive face à une transformation technologique, qu'elle perçoit comme inévitable et nécessitant un encadrement collectif. Alors, ce que l'on peut mémoriser, c'est adopter une posture éducative. La plus pertinente face à l'intelligence artificielle consiste à adopter une double perspective qui permet de penser à la fois avec et contre cette technologie. Donc une approche qui évite les écueils du rejet catégorique, comme l'adhésion naïve, reconnaissant que la compréhension d'une innovation technologique n'équivaut pas à une adoption inconditionnelle. Donc, une étude approfondie de l'IA et de son enseignement aux apprenants ne signifie pas nécessairement recommander l'usage dans tous les contextes, mais plutôt développer la capacité à l'évaluer de manière nuancée. C'est-à-dire une utilisation critique, des compétences générales, des formations aux étudiants et aux enseignants, aux étudiants à interroger les sources, à identifier les biais sous-jacents, à reconnaître les limites techniques et à comprendre les implications éthiques des systèmes automatisés. L'éducation à l'IA devient donc un terrain d'exercice pour développer l'habileté à analyser toute technologie ou information de manière réflexive et contextuelle. Donc il n'y a pas de débat entre technophiles et technophobes qui se situe dans l'enjeu pédagogique, mais la construction d'une relation éclairée et autonome. Alors, co-construction et initiative participative, je vais citer des approches différentes sur les utilisations informelles des étudiants et les craintes des enseignants. Donc là, on va montrer des approches participatives sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour commencer ou continuer à créer des scénarisations pédagogiques. Nous allons voir donc l'étude du café à l'intelligence artificielle de Allen. Donc c'est une initiative innovante, puisque nous sommes dans des outils innovants de recherche-action, c'est-à-dire des recherches basées sur une action concrète, menée par des étudiants de premier cycle qui s'engagent dans la création de vidéos pédagogiques et de ressources web, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins identifiés en matière de littératie d'IA au sein de la communauté universitaire. Donc ce projet dépasse la simple production du contenu technique pour viser une reconceptualisation profonde de la relation à l'intelligence artificielle, la présentant comme une technologie abordable et culturellement pertinente
plutôt que comme un domaine réservé aux experts. Donc la méthodologie employée repose sur l'utilisation de pairs, identifiables comme médiateurs pédagogiques, capitalisant sur la crédibilité et la proximité qu'offrent les relations entre étudiants pour faciliter l'appropriation des concepts et des pratiques. Donc il n'y a pas l'enseignant, ce sont des étudiants qui vont faire des vidéos où ils se mettent en scène, où ils expliquent des choses aux autres étudiants. Le processus implique que les étudiants-chercheurs mènent d'abord des enquêtes pour identifier les besoins spécifiques de leur campus, puis développent les ressources sur mesure qui répondent à ces besoins particuliers. L'approche met l'accent sur la création d'exemples locaux et dignes de confiance, plutôt que sur la simple reproduction de tutoriels génériques disponibles en ligne. Donc cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large d'un cours de recherche avec crédit, où les participants acquièrent des compétences en recherche tout en produisant des résultats tangibles pour leur communauté éducative. Alors ce modèle d'intelligence artificielle café cherche à combler le fossé entre l'adoption rapide, mais souvent non critique des outils d'IA par les étudiants, comme nous l'avons vu précédemment, et les réticences fréquentes du corps enseignant en créant un espace de dialogue et d'expérimentation sécurisé. En positionnant les étudiants comme co-créateurs et facilitateurs de la littératie IA, le projet remet en question les hiérarchies éducatives traditionnelles et reconnaît l'expertise distinctive que les apprenants peuvent développer dans le domaine des technologies émergentes. L'initiative prévoit également d'étendre son impact à travers l'intégration de tuteurs, pairs formés en informatique qui pourront fournir un soutien en temps réel ainsi que à travers les formations mobiles déployées à travers le campus pour rencontrer les apprenants dans leurs espaces habituels. Donc c'est donc des ressources localisées, présentées par des visages familiers, ancrées dans un contexte institutionnel spécifique, le campus, et qui peut significativement améliorer l'engagement et l'efficacité des efforts de formation à l'intelligence artificielle. Ces modules pouvant être ensuite mis à jour et partagés, etc. Alors, de la co-création de politiques d'usage, donc l'approche participative, là c'est l'expérience d'Alison Lester, enseignante, qui transforme fondamentalement le processus d'élaboration des politiques d'utilisation de l'intelligence artificielle en salle de classe. Alors plutôt que d'imposer un cadre d'utilisation prédéfini, elle invite ses étudiants à co-construire collectivement des règles régissant l'usage d'outils d'IA génératifs dans son cours. Cette méthode collaborative commence par des conversations critiques où les participants explorent ouvertement leurs craintes, leur enthousiasme et leur interrogation concernant l'intégration de ces technologies dans leur parcours d'apprentissage. Les étudiants sont ainsi amenés à réfléchir aux définitions même de leur apprentissage, de la créativité et de l'originalité dans un contexte où l'IA devient un partenaire cognitif potentiel. De ces échanges émerge un consensus autour de principes directeurs, le plus important étant l'exigence de transparence absolue dans l'utilisation des outils. Alors, les étudiants conviennent que toute sollicitation d'assistance par l'IA doit être documentée avec précision, incluant la nature des prompts utilisés, la distinction claire entre les apports humains et les contributions algorithmiques. Que génère la machine? Que génèrent les humains? Un principe fondamental énoncé par les étudiants eux-mêmes résume leur position. L'IA doit les aider à accomplir leur travail plutôt que d'accomplir le travail à leur place. On retrouve directement cette idée d'autonomie intellectuelle. Cette distinction cruciale guide l'ensemble des usages autorisés et prohibés qui seront formalisés dans la politique finale. Le processus de co-création devient ainsi une expérience d'apprentissage en soi, où les étudiants développent leur raisonnement éthique, leur capacité à anticiper les conséquences des choix technologiques. La politique qui en résulte n'est pas un simple document réglementaire, mais un engagement collectif constamment réinterrogé et ajusté tout au long du semestre. Cette approche responsabilise les apprenants en faisant d'eux des acteurs centraux de la gouvernance technologique de leur environnement éducatif, renforce leur sentiment d'appartenance et leur investissement dans le respect des règles qu'ils ont contribué à définir.
La politique vivante ainsi construite sert ensuite de fondement à des applications pratiques comme le développement d'un GPT personnalisé pour le cours, programmé pour respecter les principes établis collectivement, notamment en favorisant l'agence étudiante et en évitant de produire des travaux finis prêts à être soumis. Alors, lorsqu'on parle d'un développement d'un GPT personnalisé pour le cours, là, ça fait appel bien évidemment à des compétences informatiques. Mais l'usage d'un GPT personnalisé, c'est-à-dire un chatbot personnalisé assisté d'IA, est intéressant dans son expérience. Non seulement dans sa construction, mais aussi à son usage. Nous allons donc voir justement le GPT personnalisé de Batch et Sulzer. Le développement d'un GPT personnalisé pour un cours de méthodologie de recherche illustre une application concrète de l'intelligence artificielle générative adoptée spécifiquement aux besoins éducatifs. Alors c'est une initiative qui est née directement des recommandations formulées par les étudiants lors de sessions d'évaluation participative démontrant une approche pédagogique réactive au retour des apprenants. Juste comme ça, en aparté, petite anecdote d'enseignant, j'ai eu en méthodologie de recherche un étudiant qui, à l'oral, n'avait su me présenter que des embryons d'environnement d'une revue de littérature avec des auteurs qui n'étaient pas véritablement trop dans le sujet, ça restait trop éparse. Et une semaine plus tard, il me pondait un dossier ficelé avec les bons auteurs, etc. Ça ne pouvait être qu'assisté par IA. Le chatbot personnalisé est construit en utilisant la plateforme GPT, donc ChatGPT d'OpenAI, qui permet de créer des versions adaptées de ChatGPT sans compétences en programmation à travers un processus de configuration basé sur des instructions précises et l'ajout de documents de référence. Sans compétences en programmation, c'est beaucoup dire, mais il y a effectivement la possibilité de faire une solution web qui permet de câbler une API, c'est-à-dire un connecteur sur ChatGPT et ensuite préconfigurer des prompts et donc personnaliser des prompts directement à travers les modèles conversationnels. Le modèle est spécifiquement entraîné sur l'ensemble des matériels pédagogiques du cours, incluant le syllabus du cours détaillé, le calendrier des activités, les notes de cours complètes et les instructions détaillées des devoirs. Donc une spécialisation qui permet à l'outil de fournir un support contextuellement pertinent pour aider les étudiants à naviguer dans les exigences complexes du cours de méthodologie. Les utilisations documentées inclut donc l'assistance à la planification du travail académique, revue de littérature, méthodologie, en répondant aux questions sur les échéances et les engagements à venir, la clarification des politiques pédagogiques comme les procédures de demande d'extension de délai et le soutien à la structuration des travaux écrits en générant des plans initiaux pour des sections comme la revue de littérature ou l'analyse des résultats. Donc il y a des modèles d'aide qui peuvent être questionnés par IA et donc l'API de ChatGPT, à partir des modèles mis à disposition par les enseignants, va structurer des plans personnalisés aux étudiants. Les étudiants rapportent utiliser l'outil pour créer des ébauches d'organisation qu'ils personnalisent et enrichissent ensuite par leur propre apport intellectuel. Le développement de ce GPT personnalisé a également eu un impact inattendu en générant un sentiment d'appropriation et de fierté chez les étudiants qui ont participé à sa conceptualisation et à ses tests préliminaires, transformant leur rôle de consommateur passif à contributeur actif de leur environnement d'apprentissage. Cette partie, effectivement, lorsque l'on donne des cours en méthodologie de recherche, il y a un temps sur le cours sur la méthodologie de recherche, mais il est aussi à prévoir, dans ce cas, un temps également pour la création de cet outil, son développement, ses tests de configuration, afin que cet outil soit performant. Donc, l'outil est déployé avec des mises en garde spécifiques
explicite concernant ces limitations potentielles, les étudiants étant invités à vérifier les informations importantes auprès des canaux officiels et à signaler toute incohérence présumée. C'est donc une approche qui représente une alternative aux assistants conversationnels génériques qui peuvent générer des erreurs en offrant un support directement aligné sur le contexte spécifique du cours et ses objectifs pédagogiques, tout en maintenant un dialogue ouvert sur les risques d'hallucination et la nécessité de maintenir un regard critique sur les sorties de l'IA. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'exemple concret, comment ça fonctionne, etc. Je ferai un modèle directement sur les IA personnalisables avec des API et des configurations d'agents conversationnels sur des préconfigurations des stratégies de prompt. Passons donc à la partie 3, exercice d'application. Eh bien, première question, les détecteurs d'IA sont totalement fiables pour repérer les textes générés? Eh bien, on l'a dit, faux, ils sont notoirement peu fiables et leur utilisation est déconseillée par les chercheurs. Je vous invite à revoir la vidéo ou le diaporama pour revoir tout ceci. Autre question, je vous laisserai répondre ou en commenter directement dans les commentaires si vous le souhaitez. En exercice 2, vous pouvez donc travailler en groupe dans les commentaires si vous avez commencé à avoir des affinités de discussion autour des commentaires. Vous pourriez, par exemple, réfléchir à 3 usages autorisés, utiliser l'IA pour un remue-ménage d'idées, améliorer la clarté d'un paragraphe, des usages interdits dans une salle de classe, et faire un mécanisme de contrôle ou de transparence. Si vous êtes étudiant, si vous êtes lycéen ou même collégien, pourquoi ne soumetteriez-vous pas dans les commentaires directement ce que vous souhaiteriez comme autorisation, interdiction, etc. Autorisation, oui, mais. Interdiction, oui, mais. Pourquoi pas? C'est à vous de laisser part à votre imagination ou retour d'expérience. En exercice 3, scénario participatif, jugé plus difficile. Là, vous êtes en responsabilité, vous proposez un dispositif, atelier, ressources, formation. Pour réduire la fracture IA entre enseignants et étudiants dans votre établissement, choisissez vos choix en vous appuyant sur les concepts du module. Vous pouvez donc vous inspirer du modèle du café AI avec les vidéos, etc., etc., etc. C'est à vous de cadrer avec vos compétences et vos interventions pédagogiques et votre discipline. Enfin, la synthèse. La synthèse en 10 points clés. L'IA générative produit du contenu à partir de données d'apprentissage sans compréhension du sens humain. Donc, il ne comprend pas ce qu'il raconte. Donc, il peut faire des erreurs. La littératie IA, donc l'alphabétisation de l'IA, c'est comprendre, utiliser, évaluer l'esprit critique. Les biais algorithmiques reproduisent et amplifient les inégalités sociales existantes. Les hallucinations sont un risque réel et difficile à contrôler. La régulation de l'IA est encore très fragmentée au niveau de l'échelle mondiale et continue à évoluer. Et fragmentée pourquoi? Bien parce que les Américains, que ce soit sous Biden ou que ce soit directement sous Trump, ont toujours voulu être les leaders de l'IA, mais ils se confrontaient à un autre leader qui est la Chine. Nous avons aussi d'autres leaders au Moyen-Orient qui utilisent l'IA pour la conception d'ouvrages pédagogiques et d'outils pédagogiques, comme l'Europe également, qui va concevoir et qui va intégrer l'IA progressivement également dans ses salles de classe, comme le souhaitent également des pays comme le Ghana ou bientôt le Sénégal, etc., l'Afrique du Sud, bien évidemment. Alors les étudiants adoptent et expérimentent l'IA beaucoup plus vite et plus largement que les enseignants. La méfiance des enseignants, des craintes identitaires, remise en cause de l'expertise et éthique, peur de la triche. La co-construction des règles d'usage avec les étudiants renforce l'appropriation critique et l'engagement.
Initiative locale et participative, ben là c'est une expérience comme l'intelligence artificielle Café, qui favorise un apprentissage de pair à pair et une culture de l'exploration réfléchie. Alors, il ne faut pas non plus marginaliser les enseignants, hein. L'IA doit rester un outil au service de l'humain, de son apprentissage et de sa créativité, et non l'inverse, ce que nous pouvons dire en conclusion. Pour le schéma, comprendre, critiquer, co-construire, agir. Et enfin, les références bibliographiques que vous trouverez, notamment la régulation de l'UE. Je ferai un module sur le droit juridique et l'éthique. Voilà, je vous remercie de votre participation dans les commentaires et de votre consultation. Belle journée ou bonne soirée à tous.